Il y a quelques jours encore, la Grèce était au bord de la faillite. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur l'Espagne. Demain, peut-être, ce sera la France. La zone euro est à un tournant décisif de son histoire. La crise des subprimes de 2008 a provoqué une explosion des endettements nationaux pour sauver les banques et relancer les économies. Dans la zone euro, des pays déjà très fragiles se sont laissés entraîner dans une spirale de la dette qu'aucune coordination budgétaire automatique n'a permis d'endiguer. D'une certaine manière, l'espace d'un instant, le sauvetage de la Grèce s'est retrouvé suspendu à une élection locale en Allemagne. Existe-t-il des solutions pour éviter qu'à l'avenir une telle crise se reproduise? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans Impact François Rachline, directeur général de l'Institut Montaigne et professeur d'économie à Sciences Po. Bienvenue dans Impact. François Rachline, bonjour. Bonjour. Au moins un pays de la zone euro est aujourd'hui en situation de faillite. Paul Volcker, l'ancien gouverneur de la Banque fédérale américaine, a déclaré ce week-end que l'euro était en train de se désintégrer. Certains évoquent comme solution la possibilité de sortir de l'euro. Est-ce que l'union économique et monétaire est en train de mourir? Chaque fois qu'il y a des grandes crises, on prévoit la fin de l'Europe monétaire. Et quant à la déclaration de Paul Volcker, il n'a pas prédit que l'euro allait exploser. Il a simplement estimé que la désintégration n'était pas impossible. En réalité, je crois que beaucoup de choses sont faites en ce moment pour éviter cette désintégration, à la fois des intégrations monétaires et des intégrations financières de l'Europe. Dans l'étude qui est parue en février 2010 pour un eurobond, une stratégie coordonnée pour sortir de la crise, vous mettez le doigt de façon assez importante sur l'absence de coordination budgétaire dans la zone euro. En quoi est-ce problématique ? Écoutez, dans tous les domaines ou presque, l'Europe a établi, sinon des contraintes, en tout cas des conditions qui permettent aux pays d'agir de concert. Le seul domaine dans lequel il n'existe pas de contraintes, c'est le domaine budgétaire. Il existait un pacte de stabilité et de croissance qui a volé en éclats au cours de la crise 2008, mais qui, avant 2008, et notamment pour l'Espagne, pour la France et pour l'Allemagne, était déjà dépassé. Donc, le domaine budgétaire, c'est le seul domaine dans lequel les États peuvent en gros faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus le faire du point de vue monétaire, ils peuvent le faire de manière budgétaire, c'est-à-dire dans la mise en place de leur politique interne. Vous l'évoquiez il y a un instant, le pacte de stabilité et de croissance, dont vous dites qu'il a été assez systématiquement contourné finalement. Pour quelles raisons ce pacte n'a-t-il pas fonctionné correctement, alors même que c'était un dispositif de contrainte d'une certaine manière? Non, ce n'est pas un dispositif de contrainte, c'est un pacte. Alors, on s'engage à le respecter, et on le respecte ou on ne le respecte pas. Il se trouve qu'en Europe, le pays qui l'a le plus respecté, c'est l'Allemagne, en tout cas pendant une partie de la durée, disons, de ce pacte. Et puis certains autres pays, comme la Grèce, par exemple, l'ont très très peu respecté. Mais la France ne le respecte pas non plus. Donc lorsque vous n'avez pas de contraintes, lorsque vous n'avez pas d'obligation, vous avez simplement un engagement, alors vous faites de votre mieux, si vous êtes en tout cas vertueux. Et puis là-dessus arrive une crise extrêmement forte, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et dans cette crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des plans de relance, il faut faire des plans de soutien, il faut faire des dépenses budgétaires, parce que c'est l'État qui fait ces plans. Et ces dépenses budgétaires augmentent le déficit budgétaire et font passer le déficit budgétaire au-delà de ce qui était prévu par le pacte de stabilité. En dépit des déficiences du pacte de stabilité et de croissance, face à la Grèce, aujourd'hui face à l'Espagne, peut-être au Portugal, les pays de la zone euro se sont mobilisés. 110 milliards pour la Grèce, 750 milliards pour éviter qu'une contagion apparaisse. Bon, cette manière de fonctionner au coup par coup, avec une mobilisation politique assez importante, finalement, n'est-elle pas suffisante ? Non, elle n'est pas suffisante parce que chaque fois qu'il y a eu des crises, en 1973, au moment des taux de change flottants, en 1900, à la fin des années 80, au moment de l'explosion du serpent monétaire, à la fin des années 90, lorsqu'il a fallu passer à un autre système que le système monétaire européen et l'écu, on a bien vu que pour éviter que des crises pareilles ne se reproduisent, il fallait inventer de nouveaux mécanismes. Donc si on part du principe que chaque fois qu'il y a une crise, il faudra intervenir comme on le fait en ce moment, ça veut dire qu'on aura en gros une intervention de ce type tous les mois ou tous les 2 mois. Et donc on ne pourra pas le faire. Donc il est impératif de sortir par le haut, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes qui permettent de ne pas être sous pression au moment où il y a une crise.
Parmi les mécanismes qui sont proposés ici et là, à l'Institut Montaigne, vous préconisez la mise en place de ce que vous appelez un eurobond, c'est-à-dire un instrument de dette concertée qui pourrait relancer, induire une coordination budgétaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment ça pourrait se passer? Écoutez, c'est très simple. Vous imaginez, en tout cas c'est ce que propose l'Institut Montaigne, que l'Allemagne et la France décident lorsqu'ils veulent financer un projet commun, de le financer par un seul instrument. Au lieu de lancer un emprunt français pour financer, par exemple, la construction d'une ligne TGV vers l'Allemagne, ou au lieu de lancer un emprunt allemand pour financer aussi une ligne de chemin de fer à travers l'Allemagne, on lance un emprunt commun et on le lance dans un seul instrument qu'on appelle un eurobond, mais on peut l'appeler autrement, peu importe la dénomination. C'est une vieille idée qui remonte à Jacques Delors, qui aujourd'hui prend tout son sens. À partir du moment où vous lancez cet emprunt commun, vous envoyez au marché un signal extrêmement fort. Vous dites, nous sommes d'accord et nous sommes contraints, tous les deux, la France et l'Allemagne, dans un premier temps, pour que ce financement vienne, évidemment, satisfaire nos besoins. Comment est-ce qu'on organise ça? On n'a pas besoin de changer les traités. On crée une agence, l'agence lève les fonds et donne à l'Allemagne et à la France ce dont elles ont besoin. Mais ça veut dire à ce moment-là que vous n'êtes plus dans un pacte. Vous êtes dans une obligation réciproque. Et la raison pour laquelle l'Institut Montaigne croit que ce type d'instrument pourrait faire avancer les choses, c'est que en l'organisant entre l'Allemagne et la France dans un premier temps et en l'élargissant aux autres pays par la suite, on donnerait d'abord un signal symbolique très fort. En Europe, il faut donner des signaux symboliques très forts en matière d'euro. Et deuxièmement, vis-à-vis des marchés, vous auriez un ensemble de pays qui seraient ensemble pour recueillir des capitaux. À partir de ce moment-là, la relation entre les différents pays et les marchés s'inverserait. Car aujourd'hui, chaque pays est en concurrence avec les autres pour trouver des capitaux. Et ça, c'est très important. François Racheline, en quoi ce bond, donc cette obligation finalement, ce morceau de dette, eurobond, ne serait-il pas soumis, lui aussi, à l'avenir, à des attaques spéculatives? Écoutez, on peut tout imaginer. On peut imaginer toutes les attaques spéculatives qu'on veut. On peut aussi dresser la liste de tout ce qui ferait que ça marche pas. Je crois qu'il vaut mieux dresser la liste de tout ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et tout ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est une décision commune à l'Allemagne et à la France. C'est pas une grande déclaration. Ce n'est en aucune manière contradictoire avec un Fonds monétaire européen. C'est pas contradictoire avec une nouvelle gouvernance économique. Je note qu'il y a 15 jours, j'étais en Allemagne. Lorsque j'ai parlé d'eurobond, on m'a dit c'est tabou. Nous sommes 15 jours plus tard, on parle déjà d'une intervention possible de la Commission européenne sur les budgets nationaux pour dire ce qu'elle pense. Autrement dit, on a fait un chemin considérable en 15 jours. Alors le tout est de savoir si c'est à l'avantage ou non de chacun des pays et si c'est à l'intérêt, si c'est dans l'intérêt de l'Allemagne ou non. Est-ce que... pardonnez-moi d'insister sur les inconvénients potentiels de cette proposition très intéressante que vous faites, mais est-ce que, au fond, le problème principal n'est pas cette espèce de découplage politique entre la France et l'Allemagne, en plus des divergences de situation budgétaire? Est-ce que la relation franco-allemande aujourd'hui est suffisamment bonne, selon vous, pour permettre des innovations de ce type? Nous pensons que oui à l'Institut Montaigne pour une raison. Et elle est très simple, cette raison. Alors, sans doute, la raison ne l'emporte pas toujours, mais la rationalité, au moins, devrait faire réfléchir. La raison, c'est que l'Allemagne et la France ne font pas l'Europe. Il y a 25 autres membres de l'Union européenne et 13 autres pour l'Union monétaire. Mais l'Europe sans la France et l'Allemagne n'existe plus. Donc, la première chose à dire, c'est est-ce qu'on veut que l'Europe continue ou non? Le deuxième élément de réponse, alors si vous voulez, c'est un complément, c'est que si la France et l'Allemagne n'affirment pas leur solidarité, l'Europe va tout doucement se détricoter, pour prendre une image chère à Homère et à Pénélope et à la Grèce. Et nous voilà revenus à la Grèce. C'est-à-dire que petit à petit, on va s'apercevoir qu'on ne fait plus les choses ensemble. Donc ça, c'est un élément essentiel. Or, on peut le faire, encore une fois, c'est une question technique très simple, l'eurobond. Ce n'est pas une innovation majeure. Vous dites que la position des Allemands est en train d'évoluer, à la faveur, si j'ose dire, de la crise. Mais la position de tout le monde évolue. Tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas une question grecque, c'est une question européenne. La France évolue. On parle de rigueur, même si le gouvernement n'emploie pas le mot. L'Espagne évolue, le Portugal évolue, tout le monde évolue. En 15 jours, c'est phénoménal. Et là encore, très concrètement, qu'est-ce que vous suggérez de faire pour qu'un eurobond puisse se mettre en place dans les prochains mois, prochaines années peut-être?
Très concrètement, quelles seraient les étapes auxquelles il faudrait parvenir et qu'il faudrait dépasser? Mais c'est formidablement simple. Il s'agit de financer un projet commun. Il y a, je crois, 80 propositions dans l'agenda. Je parlais tout à l'heure de transport. Ça peut être des constructions d'universités communes. Ça peut être tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, plutôt dans l'ordre des infrastructures européennes. Et il y a, je crois, dans l'agenda franco-allemand de janvier 2010, 80 propositions. Donc il suffit d'en prendre une, deux, trois. Et on dit, voilà, on va les financer avec un emprunt commun, franco-allemand. C'est simple, ça. Qui serait émis par une agence. Qui serait émis par une agence et qui distribuerait le produit de cet emprunt à chacun des deux protagonistes et qui, évidemment, récupérerait ensuite, à travers les recettes fiscales de ces deux États, les intérêts qu'il faut payer à cet emprunt. Vous disiez il y a un instant que d'autres idées existaient. Vous parliez du Fonds monétaire européen. En quoi est-ce que ça n'est pas incompatible? En quoi est-ce que les deux outils peuvent être complémentaires? C'est une question d'horizon temporel. Si vous voulez organiser ce qu'on appelle la gouvernance économique européenne, il va falloir de longs mois, peut-être même un peu plus. On l'a vu avec le temps qu'il faut pour les traités, leur mise en place et finalement l'évolution de la construction européenne. C'est très long. C'est très bien, mais c'est long. Si vous voulez créer un fonds monétaire européen, ça sera probablement un peu plus court, mais ça sera encore relativement long. Est-ce qu'il devra être en complément du Fonds monétaire international? Est-ce qu'il risque d'être, au contraire, en opposition? Ça va poser un certain nombre de problèmes, là aussi, de gouvernance. Un eurobond, c'est très facile. L'agence se crée et il est lancé tout de suite sur le marché. Alors oui, il y a des difficultés techniques. Oui, il est possible qu'il y ait un tout petit décalage sur les taux d'intérêt. Oui, il est possible que tout le monde se demande pourquoi tout d'un coup les Allemands se mettent à faire ça avec les Français, mais il n'empêche que le jeu en vaut la chandelle. Et qui faut-il convaitre alors? Qui essayez-vous de convaincre à l'Institut Montaigne sur l'eurobond? Il faut convaincre les autorités françaises et les autorités allemandes que la voie sacrée, pour reprendre une expression grecque, la voie sacrée de l'Europe financière et monétaire, c'est l'Allemagne et la France. François Racheline, merci beaucoup. Je vous rappelle le titre de l'étude publiée par l'Institut Montaigne pour un eurobond, une stratégie coordonnée de sortie de crise. Je vous dis à bientôt dans Impact.